Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Une émission créée et animée par André Loez, tous les lundis quand tout va bien. Aujourd'hui, je vous propose une traversée dans l'histoire politique allemande du XXe siècle, avec Agathe Merny-Monod pour son livre paru cet été, Les Fondateurs. Juste avant, un petit mot du programme de cette rentrée. Comme le thème des rendez-vous de l'histoire de Blois cette année est la mer, on aura l'occasion de parler d'histoire navale, maritime ou des mers, je pense à Fernand Braudel, début du mois d'octobre. Retrouvez toutes les informations et les autres épisodes sur paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire. Merci et très bonne écoute. Alors, je suis aujourd'hui avec Agathe Merny-Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques à l'Université du Havre et vous venez de publier aux éditions de l'ENS Les Fondateurs, un livre sur des parlementaires allemands qui, entre la République de Weimar et la RFA, vous avez étudié leur parcours, leur trajectoire pour raconter à travers eux, finalement, un énorme pan de l'histoire allemande du XXe siècle. Alors c'est un livre très intéressant, on va en parler ensemble. Je voulais vous demander dans un premier temps ce qui vous a amené à étudier l'histoire allemande, ce qui vous a amené finalement à la germanistique et à en faire ensuite votre sujet d'étude et de recherche. Alors, donc moi j'ai toujours été passionnée par les langues et notamment par la langue allemande. En fait, dès le collège, j'ai effectué des séjours linguistiques en Allemagne l'été. Et pour moi, l'Allemagne, c'était un pays où je me sentais bien, où je me sentais très libre. Et donc, et à 17 ans aussi, j'ai découvert Berlin. Et Berlin, pour moi, ça a été un très grand choc. C'était découvrir Berlin à 17 ans, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et donc ensuite, j'ai fait effectivement des études d'allemand et je lisais en allemand. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, parce que c'est une période absolument passionnante avec de nombreux bouleversement. L'allemand comme langue scolaire, l'Allemagne comme destination, c'est pas quelque chose qui est forcément le plus valorisé en France. Est-ce que c'était singulier? Vous sentiez que c'était singulier? Je pense qu'il y a aussi une spécificité française par rapport à l'allemand, qui est que, en fait, l'allemand, ça a longtemps été, c'est un peu moins le cas maintenant, la langue des bons élèves. Et donc moi à l'école primaire j'étais une bonne élève et donc j'ai été orientée vers l'allemand première langue pour être dans la bonne classe en fait, parce que j'étais à Paris dans un collège un peu difficile. Et donc, il y avait des classes d'allemand. Effectivement, en fait, c'est une langue qui a la réputation d'être difficile. Les Français qui apprennent l'allemand, en général, souffrent beaucoup. Se plaignent d'avoir fait des années d'allemand, de pas savoir former une phrase. Et effectivement, l'Allemagne, c'est un pays qui, au départ, a plutôt une mauvaise image, où on va pas nécessairement en vacances. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, notamment grâce à Berlin. Il y a un grand rayonnement de Berlin vis-à-vis de la jeunesse, mais aussi d'autres générations. Et je pense aussi qu'il y a en France un intérêt très important quand même pour l'histoire du nazisme et pour l'histoire de la chute du mur. Notamment tous les jubilés, tous les anniversaires de la chute du mur sont très suivis. Et je crois qu'il y a une identification très forte en France avec cette histoire de la division allemande et de la réunification. Alors comment vous en êtes venu à choisir des parlementaires allemands de Weimar puis de la RFA? Qu'est-ce qui vous a fait aboutir à ce sujet de recherche? Comment vous l'avez construit à partir d'un intérêt sans doute pour l'histoire allemande du XXe siècle? Comment est-ce que ça a émergé? Alors ça a été quand même un cheminement un peu long. Parce que mon point de départ, c'était que je voulais travailler sur les femmes parlementaires. Pendant l'agrégation d'allemand, j'avais travaillé sur... il y avait une question qui était la question du féminisme, du premier féminisme en Allemagne entre 1848 et 1933. Et le point qui m'avait le plus intéressé, c'était donc l'entrée des femmes dans les parlements en 1919. Et donc, au début de ma thèse, je souhaitais travailler sur cette première génération de femmes élues en Allemagne pendant la République de Weimar. Mais quand j'ai commencé à défricher un peu l'historiographie, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre très important qui couvrait assez largement le sujet, qui s'appelle Parlamentarierinnen in Deutschland de Heidemarie Lauterer, qui est paru en 2002. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, dans ce cas-là, je vais travailler sur 4 femmes parlementaires en particulier, qui ont eu des carrières longues, donc qui sont Luise Schröder, Helene Weber, Marie-Elisabeth Lüders et Marie-Anne Sorge. Et ces 4 femmes parlementaires, donc justement, ont commencé leur carrière politique pendant la République de Weimar, mais ont été réélues ensuite au début de la République fédérale d'Allemagne, donc à partir de 49. Donc elles avaient, ces 4-là, cette particularité d'avoir fait carrière en fait dans les 2 républiques
allemande. Or, en fait, malheureusement, il n'y avait pas assez de matière. Parce que il y a que 2 de ces femmes parlementaires qui avaient des archives importantes. Helene Weber et Marie-Elisabeth Luders ont des fonds personnels, mais les 2 autres, les 2 femmes social-démocrates n'ont pas de fonds personnels. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai été accueillie par une institution qui m'a beaucoup aidée dans mon travail de thèse, qui s'appelle la Commission d'histoire du parlementarisme, la KGPARL, die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus. Et il y avait notamment un chercheur là-bas, avec qui je discutais souvent, qui me disait « Mais comment tu vas faire avec le livre de la Hauteureur, il faut que tu changes de sujet ». Et donc ça m'embêtait beaucoup. Et donc finalement j'ai discuté avec ma directrice de thèse, Hélène Millard de Lacroix, qui m'a dit tout simplement ce qu'on va faire, c'est que vous allez travailler sur les femmes et les hommes. Donc vous allez garder cette question de la continuité entre la République de Weimar et le début de la République fédérale, mais vous allez aussi vous intéresser aux hommes parlementaires. Et donc d'un seul coup, ce groupe de personnes sur lequel je travaillais passait de 4 à 34. Et donc ça élargissait le corpus. Alors les 34, pour les situer, c'est 34 personnes qui ont été députées à la fois, au moins une fois, disons, qui ont eu au moins un mandat sous chacune des républiques, à la fois sous la République de Weimar, donc entre 1919 et 1933, et à partir de 1949 en RFA, donc ça suppose des carrières longues, des engagements longs, et ça suppose aussi de questionner l'avant, l'après, mais aussi l'entre-deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont devenus entre 1933 et puis la fin de la guerre, parce que, évidemment, pour la plupart, le nazisme a mis fin à leur carrière. Oui, tout à fait. Oui, voilà, je voulais surtout pas que mon sujet donne l'impression que le nazisme n'était qu'une parenthèse entre ces 2 républiques, puisque ça n'a pas du tout été ça. Enfin, ça a été une très grande rupture et un très profond bouleversement. Et ça m'intéressait effectivement de voir ce que deviennent ces parlementaires pendant cette période de dictature, pendant cette période d'oppression et de terreur, et ce que signifiait aussi cette période dans leur existence. Tout simplement, pourquoi ils reviennent en fait après 49 ? Parce que la plupart en fait du personnel politique, la grande majorité du personnel politique de la République de Weimar s'est quand même retiré de la vie politique, pour différentes raisons. Soit ils étaient en exil, soit ils étaient morts en fait, puisque ils avaient quand même été la cible de persécutions, soit tout simplement ils ont décidé d'arrêter, ou alors les obstacles pour leur retour étaient trop importants. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'était cette détermination à revenir en politique, cette ténacité dans l'engagement politique. Au moment où vous prépariez ce travail, est-ce que vous vous intéressiez au débat historiographique sur le nazisme, sur l'histoire allemande, sur la place finalement de la démocratie dans l'histoire allemande, parce qu'il a été beaucoup question à un moment, on en parle un peu moins aujourd'hui, du Sonderweg, du chemin particulier qui aurait éloigné l'Allemagne d'une tradition politique libérale, en gros depuis 1848, et à cet égard, votre travail, il fait écho à ces questions-là, c'est quelque chose qui était à l'arrière-plan de votre réflexion. Oui, bien sûr. Effectivement, donc il y a tout le débat en fait autour de la question de savoir si l'arrivée d'Hitler au pouvoir était inévitable ou non. Toute la question effectivement de l'enchaînement de causes qui a conduit à la prise du pouvoir pour les nazis. Et c'est vrai que s'intéresser donc à cette période-là, donc notamment à la fin de la République de Weimar, ça amène à revenir sur ces questions. Alors moi, j'y apporte une modeste contribution, notamment parce que je m'intéresse en fait aux récits qu'en ont livré ces acteurs, donc qui étaient des députés de la République de Weimar. Je m'intéresse aussi à l'interprétation qu'eux ont livré de ces événements. Alors il y a un paradoxe au cœur de votre travail, c'est que lorsqu'on est après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on est après ce qu'on a appelé à l'époque la catastrophe nazie, Weimar, c'est à la fois un modèle et un repoussoir. C'est à la fois la seule expérience démocratique finalement, sauf si on met à part 1848, mais en même temps c'est ce qui a échoué, c'est ce qui a sombré dans les extrêmes et la violence. Donc est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette image ambiguë finalement de Weimar dans l'Allemagne d'après 1945 ? Alors, donc après 1945, notamment dans les années 50, en fait, il y a un petit peu un slogan qui s'impose, qui est Bonn ist nicht Weimar, donc qui est le titre d'un livre d'un journaliste suisse qui s'appelle Fritz René Allemann, qui sort en 1956. Et donc, c'est vrai que au moment de la création de la République fédérale, dont le siège est à Bonn, il y a vraiment l'idée qu'il faut pas répéter les erreurs du passé,
et qu'il faut essayer de constituer une démocratie qui soit solide et qui soit combative, qui soit capable de se défendre. Ce que n'a pas été Weimar. Et c'est vrai qu'à partir de 45, entre 45 et 49, on a tendance à beaucoup faire peser la faute de la prise du pouvoir nazi sur le système institutionnel, en fait, sur la Constitution. Il y a l'idée que cette Constitution avait des défauts de fabrication importants qui ont mené à la dictature, donc notamment la question du vote proportionnel, enfin un certain nombre d'éléments en fait de la constitution de Weimar sont analysés comme étant responsables de l'ascension des nazis. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait cette idée, on va pas être comme Weimar, on va se distinguer de Weimar. Donc ça c'est vraiment le discours. Mais dans les faits, il y a quand même une partie du personnel politique, enfin une partie importante du personnel politique qui a été formé, dont la formation politique a eu lieu pendant la République de Weimar. En fait, ils sont très nombreux à avoir été élus pendant la République de Weimar, avoir été actifs en politique. Au SPD, c'est vraiment massif. Le SPD, à partir de sa reformation en 46, a du mal à recruter des jeunes, à attirer des jeunes. Et il y a aussi, en fait, quand même, il faut dire, chez ces vieux démocrates, enfin chez ces démocrates qui déjà étaient actifs en politique pendant la République de Weimar, il y a quand même une défiance aussi vis-à-vis de la jeunesse, qui a été endoctrinée, en fait, qui a été formée par l'école nazie. Et donc, il y a aussi une interrogation sur sa capacité à devenir des citoyens, à adhérer au modèle démocratique. Donc il y a un discours contre la République de Weimar, mais il y a quand même un héritage très important. Et par exemple, le Bundestag, du point de vue de son fonctionnement, ressemble quand même beaucoup au Reichstag, en fait. Il y a quand même des similitudes importantes entre la loi fondamentale de 1949 et la constitution de Weimar. Alors pour revenir un petit peu sur ce travail et ces 34 députés que vous avez suivis, comment vous avez travaillé du point de vue des archives? Parce que vous l'avez dit, il y en a qui ont des fonds personnels, il y en a qui en ont pas. Il y a évidemment les parlements eux-mêmes, c'est des machines à produire des sources, des rapports, des discours, etc. etc. Donc j'imagine qu'il y a à la fois le trop peu pour certains personnages, et en même temps le trop si on essaye de dépouiller toute la vie parlementaire, toute la presse sur 40 ans d'histoire. Donc comment vous avez navigué entre les deux? Alors donc c'est vrai que les sources étaient très disparates. C'est vrai qu'il y avait là pour le coup d'un seul coup avec ce nouveau sujet, je me retrouvais avec trop d'archives. Donc j'ai travaillé vraiment avec des questions ciblées parce que c'est vrai que parmi ces 34 il y a des personnalités politiques qui sont très connues, donc Theodor Heuss qui était libéral, ça a été le premier président de la République entre 49 et 59. Sur Theodor Heuss, il y a des bibliothèques entières en fait. Il y a déjà des grands historiens qui lui ont consacré des biographies. Donc je pouvais pas tout reprendre, je pouvais pas tout lire. On peut aussi évoquer Paul Löbe, qui a été une figure que vous citez souvent, parce que c'est une figure très très marquante, à la fois président du Reichstag sous Weimar, jusqu'en 1932, je crois, et ensuite actif sous la RFA. Tout à fait. Il y a Kurt Schumacher, qui a été président du SPD aussi, qui a été vraiment une figure essentielle pour la gauche allemande. Donc à la fois, j'avais un peu des espèces de monstres de la politique allemande, et en même temps, j'avais vraiment des députés très discrets sur lesquels en fait j'ai très très peu d'éléments. Donc par exemple Robert Daum, qui est un élu SPD sur lequel j'ai quasiment pas d'informations. Je pense que mon livre en fait rend compte de cette disparité, puisque c'est vrai que dans ce cas-là on fait avec les informations qu'on a. Et donc les députés sur lesquels j'ai plus d'informations sont plus représentés, bien sûr apparaissent plus que ceux sur lesquels j'ai moins d'informations. Vous avez dit aussi que les sources parlementaires sont vraiment innombrables en fait, surtout en Allemagne, elles sont extrêmement bien documentées puisque le Bundestag est doté d'archives et d'une bibliothèque. Il y a aussi beaucoup de travaux d'historiens sur les biographies de députés.
Il y a beaucoup de bases de données en ligne. Donc voilà, donc j'avais besoin de ces questions ciblées. Oui, ça a été la difficulté, effectivement. On pourrait avoir l'impression, en entendant jusqu'ici l'entretien, que finalement vous avez suivi 34 démocrates anti-nazis du début jusqu'à la fin et qui se sont réengagés en politique parce que la catastrophe nazie leur a donné encore plus envie de défendre la démocratie. C'est plus compliqué parce qu'en fait dans ces 34, il y a des gens qui sont tout à fait conservateurs, des gens qui sont accommodés du nazisme. On rencontre même un certain Otto von Bismarck. Alors, pas le même, mais quand même, il y a évidemment un lien. Est-ce que vous pouvez en dire un peu sur, finalement, cet autre pan de ces 34, des gens qui ne sont pas du tout marqués du côté du socialisme ou de la démocratie? Oui, alors Otto von Bismarck, donc c'était le petit-fils du chancelier homonyme, donc le petit-fils du chancelier, qui a fait sa carrière politique essentiellement sur son nom. En fait, ça lui suffisait pour être élu. Donc, qui était un héritier, qui avait hérité de l'immense propriété de son grand-père, et il était donc lui pour le coup il était national-conservateur, et donc Otto von Bismarck, lui, au moment de la prise de pouvoir, en fait n'a pas subi de dommages et de pertes majeures, en fait, puisque il a adhéré au parti nazi, et ça lui a permis ensuite de faire une carrière diplomatique. En fait, il a été notamment attaché à Rome. Certains de ses députés ont très bien vécu pendant la période nazie, et donc Bismarck, lui, est revenu, il a été élu au Bundestag seulement à partir de 53, puisque la loi parlementaire de 49 interdisait aux anciens membres du parti nazi de se présenter aux élections du Bundestag. Ça leur interdisait, mais visiblement pas absolument, puisque... Bah oui, juste pour la première législature, et à partir de 53, en fait, après la loi d'amnistie, justement 2 décembre 49, il y a plus de restrictions pour les anciens membres du NSDAP. Voilà, ça fait partie des ambiguïtés de la dénazification. Je renvoie les personnes qui nous écoutent à un entretien qu'on avait fait avec Marie-Bénédicte Vincent, qui était très éclairant sur cette question. Alors si on revient maintenant un petit peu, peut-être si on reprend un petit peu maintenant votre enquête dans l'ordre, parce que là on a parlé peut-être plus de la RFA que de Weimar, il y a plusieurs choses, évidemment on peut pas tout dire, mais il y a plusieurs points qui m'ont paru très intéressants dans votre livre, notamment la période 1930-1933, d'une forme de parlementarisme déjà dégradé par l'irruption des nazis au Reichstag, par le fait que les nazis finalement sont déjà dans l'invective, qu'on a déjà du mal à réguler la vie parlementaire, ce qu'on appelle à l'époque la dignité des parlementaires à laquelle on tient, finalement elle est déjà très abîmée avant même 1933. Tout à fait. En fait, j'ai donc cette question de la résistance au nazisme. En fait, j'ai trouvé intéressant de me la poser à partir de 1930. En fait, dès l'entrée massive des nazis au Reichstag, puisque les nazis voyaient le Reichstag essentiellement comme un moyen de parvenir au pouvoir. En fait, Hitler était très anti-parlementaire. En fait, il y avait un sentiment très anti-parlementariste qu'il exprime aussi dans Mein Kampf. Le Reichstag, en fait, était vu essentiellement comme une tribune pour diffuser leurs idées, mais le but des nazis c'était vraiment de miner le quotidien parlementaire, de bloquer, en fait, de paralyser cette institution pour démontrer en fait l'impuissance aussi de la République. C'est même pire qu'une stratégie d'obstruction, c'est vraiment une stratégie de sabotage où donc l'antisémitisme devient vraiment un mode de communication normal, donc l'insulte antisémite, et le principe c'est vraiment de semer la zizanie, donc avec par exemple la fameuse citation de Joseph Goebbels qui dit que le SPD est un parti de déserteurs qui déclenche vraiment une très grande agitation. Donc l'idée donc pour les nazis, donc c'est vraiment d'utiliser cette institution pour se faire connaître et pour la détruire de l'intérieur. Être élu au Reichstag, pour les nazis c'est intéressant aussi parce que ça leur permet de bénéficier de l'immunité parlementaire, donc ensuite ils sont beaucoup moins attaquables par la justice, mais aussi les députés ont la gratuité des transports, donc ça leur permet ensuite de mener des campagnes dans toute l'Allemagne gratuitement. Alors évidemment, la rupture de 1933 est très importante, et dans les 34 que vous étudiez, finalement, ça fait presque comme une coupe de la société allemande dans son sort différencié face à la prise du pouvoir nazi, parce qu'il y a ceux qui s'en sortent bien, on a parlé de Bismarck, il y a ceux qui se font discrets, et puis il y a ceux qui sont carrément visés. Il y a pas certains parlementaires, évidemment les communistes, mais d'autres aussi qui sont arrêtés, emprisonnés, déchus de leur mandat, etc. Tout à fait. En fait, les parlementaires du Reichstag sont des cibles
pour le pouvoir nazi, notamment donc ceux de gauche, donc notamment les communistes et les sociodémocrates. Et ça, donc vraiment dès l'hiver 33, en fait, donc dès le décret de l'incendie du Reichstag, qui est pris le 28 février 1933. Et il y a une arme en fait très importante qui permet donc l'arrestation massive des opposants, qui est donc ça s'appelle donc la Schutzhaft, donc l'arrestation de prévention, enfin l'arrestation préventive. Et donc au nom de cette arrestation donc de protection, on arrête les opposants. Et c'est intéressant de voir que les élus de gauche sont vraiment une cible de l'acharnement du pouvoir nazi, puisqu'ils sont arrêtés. Ensuite, ils sont pour la plupart déportés dans les camps de concentration. Et ceux qui sont connus parmi eux connaissent en plus des persécutions particulières en camp, donc notamment donc Paul Löbe, Kurt Schumacher, sont visés parce qu'ils sont connus comme anciens parlementaires, comme anciens sociodémocrates. Il y a un cas qui m'a beaucoup étonné en vous lisant, c'est celui de Wilhelm Agatz, qui était un député communiste et qui évidemment a connu l'arrestation, etc. Mais qui, au moment de la guerre, finalement, on se rend compte que quand la guerre devient totale, comme dit Goebbels en 1943, même un communiste, finalement, il est bon pour porter un fusil et essayer de colmater les brèches sur le front. Et du coup, on l'envoie dans un bataillon disciplinaire. Est-ce que vous pouvez en dire un peu sur cette histoire qui m'a étonné, de voir que voilà, finalement même les ennemis politiques du Reich, on va essayer de les recycler à tout prix au moment où on fait face aux offensives, notamment de l'armée rouge. Oui, en fait c'est tout simplement parce qu'il y avait un tel manque de soldats que les prisonniers politiques ont effectivement constitué des bataillons. Et donc apparemment... Alors, j'imagine assez surveillé et encadré. Tout à fait, donc avec une discipline très stricte où donc ces soldats prisonniers étaient en fait abattus au moindre manquement, dès qu'ils obéissaient pas aux ordres. Il y avait une discipline très stricte. Alors je crois que Agatz, il a surtout fait des travaux en fait. Il a surtout, je me rappelle plus exactement, bâti des fortifications. C'était du gros œuvre en fait, fait à main nue. Alors il y en a aussi qui connaissent l'exil après 1933 ou à différents moments en fonction de l'évolution de la situation. Et là aussi il y a un cas que j'ai découvert en vous lisant qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs j'ai essayé d'en savoir plus, mais j'ai pas trouvé beaucoup de traces de ce personnage. C'est Ernst Roth qui a abouti dans la résistance française. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui est Ernst Roth, ce parlementaire de Weimar devenu résistant en France? Oui, alors Ernst Roth, il s'est d'abord réfugié en Sarre et ensuite donc il a rejoint la France. Donc c'était un social-démocrate, donc il était à la gauche du SPD. Et en fait, il s'est réfugié dans le maquis, dans le Vaucluse. Il était dans le maquis de Valréas et il était avec les francs-tireurs. Mais enfin en tout cas, c'est le seul Allemand qui est participé ensuite à la libération, les forces françaises de l'intérieur, je crois. Voilà, et donc c'est le seul de ces députés qui a participé véritablement à la résistance armée. Et on sait qu'il y a eu donc des Allemands, des Autrichiens dans les maquis en France, qui ont résisté aux côtés de résistants français. Alors il y a un certain nombre d'entre eux qui sont dans un entre-deux, c'est-à-dire ni dans l'accommodement avec le nazisme, ni dans la résistance armée, mais peut-être plutôt dans une forme d'exil intérieur, de réflexion, d'attente, et du coup, il y en a pas mal qui imaginent aussi l'après, qui, en 1942, 43, écrivent des textes en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fera quand on sera débarrassé d'Hitler et des nazis? Voilà, alors donc ça a été vraiment un moyen, donc je pense pour un grand nombre d'entre eux, pour tenir en fait pendant la dictature. Donc c'était l'anticipation de ce qui allait se passer donc après la chute d'Hitler. Et donc plusieurs d'entre eux ont écrit des écrits programmatiques. Donc ça peut aller en fait du simple projet un peu vague au véritable projet de constitution. Et donc notamment les députés sociodémocrates. Et il y a des historiens donc qui ont analysé en fait cette tendance comme un syndrome de l'émigrant. Apparemment les hommes politiques allemands en exil ont beaucoup rédigé des projets comme ça de constitution pour l'Allemagne.
Donc par exemple, il y avait Hermann Brill, donc qui était un résistant, donc un social-démocrate qui a résisté, qui a écrit plusieurs textes programmatiques. Donc lui, comme il était socialiste, en fait, il souhaitait la collectivisation des moyens de production. Il avait prévu une dénazification très dure. Enfin, il y avait différents modes. Mais disons que c'était pour eux, une façon de se dire que le nazisme n'allait pas durer toujours. Certains d'entre eux aussi parfois, c'était aussi une façon de compenser leur perte de pouvoir. Donc ils s'imaginaient déjà ministres dans des futurs gouvernements. Parce que ça, quand même, 1933 avait entraîné une perte de statut importante pour ces anciens députés. Oui, il y en a qui disent on a perdu 12 ans il faut repartir, recréer une carrière politique, mais avec une perte de temps en quelque sorte, au-delà évidemment de l'aspect dramatique de la période, mais pour eux-mêmes, dans leur parcours professionnel, ça constitue une forme d'interruption brutale. Voilà, ils avaient perdu 12 ans, ils avaient vieilli aussi. Ils avaient vécu dans des conditions difficiles, parce que souvent ils avaient subi un déclassement important. Très souvent ils perdent leurs revenus, ils n'ont pas le droit de travailler, ou alors donc Louise Schroeder, qui était donc une élue SPD, elle se retrouve boulangère. Son logement est bombardé. Enfin voilà, c'était vraiment des années très difficiles. Et donc en 45, quand ils reprennent leurs activités politiques, souvent ils sont fatigués en fait. Beaucoup aussi ont subi les séquelles de leur incarcération, ont des problèmes de santé. Il va y avoir des décès assez précoces aussi parmi une partie d'entre eux qui meurent à l'âge de 50 ans, en fait, tout simplement parce qu'ils sont malades, quoi. Leur réinsertion dans la vie politique, pour certains, va se faire de manière ambiguë parce qu'elle se fait parfois par l'intermédiaire des alliés. Il y a les zones d'occupation, évidemment, alliées en Allemagne. Les alliés ont besoin d'interlocuteurs et de gens pour faire un peu tourner la machine administrative. Évidemment, ils veulent pas de nazis le moins possible, même si, bon, il y a des ambiguïtés là aussi, mais ils veulent quand même des gens plutôt fiables. Donc, un certain nombre de gens vont retrouver des responsabilités par l'intermédiaire des alliés, mais ce qui est pas simple non plus, parce que vis-à-vis de la population allemande, il faut pas non plus apparaître comme un pantin des forces d'occupation. Donc là, il y a un jeu un peu complexe pour ces gens, pour se positionner dans les institutions un peu précaires de l'après-45. Alors tout à fait, donc Theodor Heuss, qui était libéral, raconte au fait que les Américains sont venus sonner à sa porte, en fait, sont venus le trouver pour lui proposer de travailler pour l'administration alliée. Et Theodor Heuss écrit que les Américains avaient une liste de démocrates irréprochables avec lesquels ils pouvaient travailler. Et les alliés américains, notamment, se sont beaucoup appuyés sur le SPD au départ. C'était vraiment le SPD qui était considéré comme le parti anti-nazi. Et donc c'est aussi, comme vous dites, en fait, une façon pour ces anciens hommes et femmes politiques de revenir en fait en politique, parce que tout simplement on vient les chercher. En fait, on vient les chercher pour leurs compétences et pour leur fiabilité. Mais c'est vrai que ça les met aussi dans une position délicate, parce que vis-à-vis des Allemands, ils apparaissent comme travaillant pour l'occupant, alors que les Allemands vivent très mal cette occupation. Et certains de ces députés, comme Paul Löbe, se plaignent aussi de l'occupation, et voilà. Et c'est vrai que va y avoir quand même des tensions importantes, parce que ces hommes politiques allemands ont des idées, disent qu'ils sont prêts à se gouverner tout seuls, et en face il y a la tutelle alliée. En fait, entre 45 et 49, il y a tout un processus de construction progressive de l'État ouest-allemand, avec d'abord donc la mise en place d'élections municipales. Ensuite il y aura des assemblées au niveau des zones. Alors ces assemblées, elles sont d'abord consultatives en fait, notamment en zone britannique. Il y a l'idée qu'on crée un organe consultatif sur le modèle des parlements coloniaux pour réapprendre aux Allemands à siéger, à débattre, et donc c'est vécu par ces anciens parlementaires, par ces hommes et femmes qui ont été aux affaires, un peu comme un affront et une humiliation. Et c'est vrai que on trouve aussi dans les mémoires de ces hommes politiques qui ont travaillé avec les Alliés l'idée qu'ils avaient une marge de manœuvre importante, qu'ils étaient écoutés. Alors dans ce cas-là, on peut se demander si c'était vraiment le cas, ou s'ils écrivent ça plutôt vis-à-vis du lectorat pour dire qu'ils n'ont pas été uniquement
aux ordres des Alliés. On a l'impression aussi que les Français faisaient peut-être un peu moins confiance aux Allemands pour se gouverner eux-mêmes et que ça a été un peu plus strict dans la zone française. Alors oui, parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée effectivement dans la zone française. Tout à fait. C'était le cas uniquement en zone britannique et américaine. En vous lisant, on se rend compte aussi que c'était sans doute moins facile pour les femmes de faire le retour en politique parce que un héritage du nazisme, peut-être que certains ont eu du mal à voir à l'époque, c'est le virilisme du discours politique, le fait que l'homme allemand doit être refondé après le nazisme, etc. Et que finalement, même à leur insu, certains reprennent un peu un mode de fonctionnement nazi qui est la femme à la cuisine, l'homme allemand aux responsabilités, et que c'est quelque chose dont on a du mal à se débarrasser après 45. Alors oui, c'est vrai que dans les représentations, en fait, donc après la période nazie, il y a vraiment eu une importante aspiration dans la population allemande à un retour à la normale, l'idée d'un retour à la normale, et ce retour à la normale passait par un repli sur la sphère familiale, mais sur la sphère familiale dans ce cas-là de le plus traditionnel, puisqu'il y avait eu l'idée justement que la dictature nazie était entrée dans les foyers, qu'il y avait eu une forte intrusion dans la sphère privée. Donc on voulait restaurer cette sphère familiale, mais voilà, avec effectivement la femme mère au foyer. Donc il y a un grand conservatisme de l'Allemagne de l'Ouest après 45. Et puis c'est vrai aussi que ces femmes politiques qui avaient été un sujet dans les médias, qui étaient mises en valeur ou critiquées, enfin mais en tout cas qui étaient présentes dans la presse pendant la République de Weimar. À partir de 45, en fait, on les voit beaucoup moins. En 49, au moment donc de l'inauguration du premier Bundestag, elles sont beaucoup moins représentées, enfin on les voit beaucoup moins que au moment de leur entrée au Reichstag, aussi parce que à l'époque c'était un événement. C'est la première fois que des femmes étaient élues. Dans les années 50, on parle plus du tout des femmes politiques. Et c'est vrai que dans mes sources, j'ai souvent trouvé comme adresse pour commencer les discours Meine Herren, messieurs, comme s'il n'y avait pas de dame dans l'assistance, comme si, enfin, d'un seul coup, elle disparaissait. Et puis, donc, effectivement, il y avait aussi le fait que le nazisme avait beaucoup mis en avant et exalté cette virilité guerrière. Et donc, certains de ces démocrates, notamment Theodor Heuss, étaient soucieux de créer une virilité qui soit compatible avec la démocratie. Montrer que être fair play, enfin, être... voilà, savoir discuter, savoir écouter les autres, ça voulait aussi dire être un homme, en fait. C'était pas forcément antithétique. Alors, il y a peut-être juste une exception, en fait, sur cette question des femmes qui sont invisibilisées après 45. C'est Louise Schröder, puisque donc cette femme social-démocrate a été maire de Berlin entre 1947 et 1948, notamment au début du blocus de Berlin. Et donc elle est visible, notamment dans les médias. En fait, on trouve beaucoup d'articles sur elle et elle était très populaire. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que son surnom, c'est qu'on l'appelle la mère M-E-R-E, dit Mutter, de Berlin. Donc elle est aussi, il y a une représentation de Louise Schröder qui la renvoie donc à une figure maternelle, aimante, patiente, donc qui lui donne comme ça des vertus considérées comme féminines. Alors ça renvoie aussi à des interprétations qui ont existé sur la naissance de la RFA, où certains ont pu dire que la RFA était une restauration finalement, une restauration au sens 1815 du terme, au sens un retour à l'ordre, que c'était moins l'avènement d'une démocratie renouvelée que finalement une société conservatrice qui se réimposait sur les ruines du nazisme. Est-ce que voilà, cette lecture, d'où elle vient, est-ce que ça fait sens pour vous en ayant étudié la période ? Alors, disons que le terme de restauration, c'est peut-être un peu simplificateur. En fait, c'est peut-être un peu réducteur puisque... Il a été utilisé par les commentateurs. Tout à fait, bien sûr. Je pense qu'on peut le reprendre, en fait, effectivement, à son compte en ce qui concerne les représentations de l'époque et la société, la structure de la famille. Disons, ça avait été tellement perturbé par la guerre, par la dictature, mais finalement, en fait, cet idéal très conservateur, je pense qu'on le trouve aussi dans les années 50 en France. Enfin, c'est peut-être quelque chose, on peut peut-être généraliser pour l'Europe. Je veux surtout pas généraliser trop hâtivement, mais après la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y avait une période de... Oui, on a eu un moment comme ça de conservatisme, on va dire. Et c'est vrai que
Cette restauration, on peut la retrouver aussi un petit peu dans la culture politique, notamment avec le moment de l'ère Adenauer, puisque Adenauer, c'est quand même un homme qui a une conception assez autoritaire de la politique. Et tous les débuts de la République fédérale sont marqués par le fait que Adenauer considère que le Parlement est là pour exécuter les décisions de son gouvernement. Donc il y a aussi une dimension autoritaire dans la culture politique du début de la RFA, qui se retrouve aussi dans l'anticommunisme virulent, qui peut être assimilé à une forme de restauration. Alors il y a un personnage qui tranche avec cette ambiance, c'est une des figures peut-être les plus sympathiques qui ressort de votre livre, c'est Hermann Brill, qui est un socialiste, qui a été très anti-nazi dès les années 30, qui a été déporté, et qui, après la guerre et au moment de la naissance de la RFA, joue un grand rôle de fondateur. Hein. Votre livre, le titre c'est Les fondateurs, mais c'est peut-être l'un de ceux qui incarne le mieux cette figure, parce que, à la fois pour l'écriture de la Constitution, et puis aussi pour penser la question de la faute et du dédommagement, il a joué un très grand rôle. Alors tout à fait. Alors Hermann Brill, ça a été un peu la surprise de ce travail. Il n'est pas connu. Enfin, si on regarde sa page Wikipédia allemande, elle est assez courte. Il jouait un rôle assez marginal au SPD parce qu'il était très à gauche. Il était en minorité. Mais en fait, bien qu'il n'ait pas été très connu, il a joué, comme vous dites, un rôle important au moment de la reconstruction. Il se heurte au nazisme dès 1932 puisqu'il est élu en Thuringe. La Thuringe est la première région à avoir un ministre nazi, qui est Wilhelm Frick, qui est ministre de l'Intérieur. Et donc dès 1932, Hermann Brill donc s'emploie à résister au nazisme, et il essaie en fait d'annuler la naturalisation d'Hitler, puisque Wilhelm Frick a fait naturaliser Hitler en le nommant haut fonctionnaire, et donc être nommé haut fonctionnaire permettait d'être naturalisé allemand. Et donc Hermann Brill, en tant que parlementaire, lance une commission d'enquête au niveau donc du Parlement de Thuringe pour annuler cette naturalisation, et donc Hitler est convoqué et vient accompagné donc de nombreux représentants nazis. Et à ce moment-là, Hermann Brill en fait se jure de lutter contre Hitler et contre le nazisme par tous les moyens. Et donc c'est ce qu'il fait ensuite. Après 32, il va essayer donc de lutter contre le nazisme, et en fait cette volonté de résister s'arrête pas en 45. En fait, il va continuer à entretenir la mémoire du nazisme, et surtout à essayer de faire en sorte que les crimes nazis soient punis. Et donc sa contribution la plus importante, à mon sens, est que c'est lui qui porte la première loi de dédommagement des victimes du nazisme en 49, et c'est lui qui obtient que cette loi soit votée avant la fin de la première législature. Donc non, c'est pas en 49, c'est en 53, excusez-moi. Donc puisque la première législature se termine en 1953, et donc au printemps 53, en fait, Hermann Brill, en commission du droit et du droit constitutionnel, explique que le premier Bundestag ne peut pas se clore sans que cette loi soit votée, tout simplement parce qu'il y a une attente très forte du point de vue international, en fait, et notamment aux États-Unis. Et donc c'est cet argument qui va finalement faire plier les parlementaires qui étaient assez réticents. Donc voilà, donc c'est l'artisan de cette première loi de dédommagement des victimes du nazisme, qui est imparfaite, puisque d'abord, en fait, elle ne s'applique pas aux étrangers. En fait, elle est d'abord valable uniquement pour les citoyens allemands. Et Hermann Brill, donc en tant qu'ancien résistant, en tant qu'ancien déporté, n'hésite pas en commission aussi à décrire le quotidien des camps, demande à ses collègues s'ils ont déjà assisté à une exécution. Donc il a ce rôle comme ça, très intransigeant au Parlement et aussi au sein du SPD. Et les historiens et les historiennes lui doivent aussi beaucoup, parce qu'il a contribué à la création de l'IFZ, qui est l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, qui est une institution fondamentale pour la recherche. Tout à fait. Donc il cherche à conserver les archives des procès de Nuremberg, et donc c'est lui qui a l'initiative, donc avec d'autres, donc avec un autre aussi social-démocrate qui s'appelle Ludwig Bergstresser. Donc il cherche un lieu pour conserver ses archives. Hermann Brill, lui, a une conception de
de cet institut d'histoire du temps présent, donc de l'IFZ. Comme au départ, lui, ce qu'il souhaite, c'est vraiment créer un centre de documentation à destination du grand public. Et son objectif, c'est d'éviter toute falsification, tout mythe autour du nazisme. Voilà, parce que étant donné que ces archives ne sont pas accessibles, en 1945, tout le monde y va de son histoire personnelle, de sa version des faits, et donc Hermann Brill considère que c'est très important, très rapidement, d'établir des faits historiques, et que ces sources soient accessibles à la fois pour les historiens, mais aussi pour le grand public. Un dernier point que j'ai découvert en vous lisant, qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait qu'on a envisagé que le Bundestag retourne à Berlin. Moi j'avais la vision de Berlin, ville coupée en deux par la guerre froide, puis par le mur, etc. Et que finalement, assez logiquement, la RFA avait choisi une capitale, un parlement loin de ces troubles. Mais en fait ça a été quand même discuté assez sérieusement, l'idée que Berlin puisse redevenir le siège du Parlement. Alors il y avait une très grande nostalgie effectivement de Berlin, en fait, d'un parlement siégeant à Berlin. Bonn était vraiment vécue comme un pis-aller, comme une ville trop petite, pas pratique. D'ailleurs, le bâtiment qui accueillait le parlement n'était pas adapté. Donc, notamment chez ces parlementaires, il y avait l'espoir que le parlement allait regagner Berlin. Et il y a eu d'ailleurs de très nombreuses séances et de commissions et aussi de séances plénières qui ont lieu à Berlin, justement pour en fait à chaque fois rappeler ce lien indéfectible entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. Mais enfin, en tout cas, non, il me semble que ce qu'on espérait, c'est que le Parlement allait retourner dans un Berlin unifié. Le Parlement serait ensuite le Parlement d'une Allemagne unifiée. Donc c'était plutôt l'espoir que la réunification aurait lieu rapidement. Oui, c'est aussi ce que votre livre rappelle, c'est que beaucoup de décisions qui sont prises dans les années 40-50 sont prises de façon entre guillemets provisoire, parce que beaucoup d'acteurs n'imaginent pas que cette division va perdurer jusqu'aux années 1990. Alors est-ce que pour terminer, vous voudriez partager un conseil de lecture avec ceux et celles qui nous écoutent, soit pour prolonger ce dont on a parlé, soit évidemment sur autre chose? Alors, je vous conseille le livre de Nicolas Patin, La catastrophe allemande. Parce que en fait mon livre est un peu l'épisode 2, là où le livre de Nicolas Patin est l'épisode 1, puisque donc Nicolas Patin lui s'intéresse à la question des anciens combattants au Reichstag pendant la République de Weimar, et donc de la culture de guerre au Reichstag pendant la République de Weimar. Alors moi j'ai conseillé l'épisode 0, même si c'est pas en Allemagne, c'est le livre de Timothy Tackett sur les parlementaires, comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, parce que c'est un peu les mêmes méthodes, c'est-à-dire suivre une cohorte comme ça de députés pour comprendre leur évolution sur une période cette fois plus courte de la Révolution française, et c'est un des grands livres sur la Révolution, donc si l'histoire parlementaire vous intéresse, là on est aux origines, et c'est quelque chose de passionnant. Merci beaucoup Agathe Bernimono, on rappelle le titre de votre livre, Les Fondateurs, aux éditions de l'ENS. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.